Merci pour l'invitation. Je tiens à remercier les organisateurs. Alors, on va parler d'une pathologie qui est fréquente. Elle est estimée entre 100 à 200 pour 100 000 habitants. Cependant, la symptomatologie, elle est peu spécifique et le diagnostic est souvent difficile avec un risque potentiel de mortalité important. La stratégie diagnostique pose problème. Pose problème déjà par rapport au plateau technique. Les plateaux techniques dépendantes, il y a un coût à ces explorations, il y a en même temps un pronostic derrière, notamment si le diagnostic n'est pas fait à temps. La prévalence exacte, elle est peu connue, d'autant plus qu'on sait qu'il y a des formes de découvertes fortuites ou de découvertes sur des autopsies. Et la mortalité, elle avoisine le 1 à 5% sous traitement et 25% en l'absence de traitement. Grâce à l'évolution des moyens d'exploration, et notamment depuis l'avènement de l'angioscanner, on est en train d'assister en termes d'incidence et de prévalence à une augmentation des cas diagnostiqués et aussi en termes de prise en charge, une amélioration de l'indice de mortalité. Voilà un peu les deux éléments épidémiologiques à retenir. On va parler des recommandations et on va essayer, je suis parti des recommandations de BTS de 2003. On a vu l'ATS en 2011, notamment c'est là par rapport à la femme enceinte. La référence, je pense, là où il y a eu des modifications dans la prise en charge, c'est depuis les recommandations européennes de la Société de cardiologie de 2014. L'ACC, l'American College, en 2016. La Société américaine de cardio aussi par rapport au traitement antithrombotique. Et les recommandations les plus récentes en 2018 de la Société américaine d'hématologie. Bridge Thoracic Society, je pense que c'est la meilleure référence par rapport à la prise en charge ambulatoire de la maladie thromboembolique. Les recommandations les plus récentes, 2019, de la Société australienne, et puis il y a une semaine, les recommandations françaises qui sont encore sous presse et qui viennent de paraître. Alors, quel cadre? De quoi on va parler? Je pense qu'on va parler des embolies pulmonaires non à haut risque, en dehors d'un état de choc ou d'hypotension. On considère que les autres situations sont du ressort des services de cardiologie et d'unités de soins intensifs et de services de réanimation. Donc nous allons axer nos recommandations par rapport à la prise en charge de l'embolie pulmonaire qui n'est pas en hypotension ou en état de choc. Bien sûr, qui dit embolie pulmonaire parle de facteurs de risque. Et les facteurs de risque sont soit provoqués, soit non provoqués, c'est ce qu'on appelle les embolies idiopathiques. Et dans les facteurs provoqués, il y a des facteurs qui peuvent être transitoires et des facteurs qui sont prolongés. Et ces facteurs de risque, il y a le risque relatif, l'odds ratio, il est variable. Donc ce n'est pas n'importe quelle situation qui entraîne le même risque de développer la maladie thromboembolique. Et on a des facteurs de risque majeurs, des modérés et des facteurs de risque faibles. Je pense que là, c'est une bonne représentation parce que quand on voit les facteurs de risque, on voit les facteurs de risque, les majeurs, les modérés et les faibles. Et ici, s'ils sont persistants ou transitoires, et surtout l'odds ratio. Donc, une chirurgie récente de moins de 3 mois, c'est transitoire et c'est à haut risque. Une hospitalisation pour affection médicale aiguë qui remonte à moins de 3 mois, c'est transitoire et à haut risque. Et vice-versa, la contraception, l'âge, les varices, l'obésité, les voyages, c'est une situation transitoire qui est à haut risque. Donc, la répartition, il y a toujours une recherche de facteurs de risque pour évoquer cette maladie. Alors, les facteurs de risque thromboembolique constitutionnels. Il faut dire deux mots.
il y a, comment on peut interpréter, c'est qu'il y a des facteurs de risque donc constitutionnels, il y a la thrombophilie rare, mais sévère. Et là, c'est ce qu'on cherche quand on est dans un contexte idiopathique, c'est un sujet jeune. Il ne faut pas chercher plus que le déficit en antithrombine, en protéine C et en protéine S. Pourquoi? Parce que ces situations qui ne sont pas forcément très fréquentes, elles ne sont pas très fréquentes, mais le risque relatif de la maladie thromboembolique dans ces situations, il est élevé. Par contre, il ne faut pas tellement se lancer dans des recherches de facteurs héréditaires rares, parce que même s'ils sont fréquents, ils n'impactent pas beaucoup le risque relatif de développer la maladie thromboembolique. La présentation clinique, comme illustré dans ce tableau, d'une série de patients qui se sont présentés dans un tableau de suspicion d'embolie pulmonaire aux urgences, et vous voyez à droite, à gauche, ceux qui ont eu une confirmation du diagnostic, et à droite, ceux chez qui le diagnostic n'a pas été retenu. Et quand on voit les symptômes, on voit qu'ils ont tous de la douleur de part et d'autre, de l'indice, douleur, dyspnée, fièvre, hémoptysie. Donc la symptomatologie n'a pas de spécificité. Et que le malade présente finit par avoir le diagnostic d'embolie ou pas. Donc les signes cliniques, quand on les prend un à un, n'ont pas beaucoup, malheureusement, n'interviennent pas beaucoup dans la confirmation du diagnostic. C'est pour ça que on sait toujours, d'ailleurs ça rentre dans les recommandations à partir de 2014. L'approche du diagnostic se fait par un score de probabilité clinique. Et le score de probabilité clinique, il va évaluer la prévalence, il faut le rapporter à la prévalence de l'embolie pour pouvoir l'interpréter. Et il y a des scores qui sont validés. Le score de Wells et les scores de Genève qui ont été modifiés et surtout dans leur version simplifiée. Et le diagnostic d'embolie pulmonaire, il est de 10% quand la probabilité elle est faible, il est de 30% quand la probabilité, le score de probabilité est intermédiaire, et de 65% quand elle est forte. La spécificité diminue avec l'âge. Et là, je ne vais pas trop m'attarder sur les scores, mais surtout pour dire que ce sont des scores qui s'intéressent aux antécédents, là le score de Wells, aux antécédents d'embolie pulmonaire ou de thrombose veineuse, la fréquence cardiaque, c'est les supérieurs à 110, la chirurgie, l'hémoptysie, la néoplasie active, les signes de thrombose, le diagnostic alternatif, et là c'est un peu, donc c'est un score où on rend, si le malade il a en plus de ces symptômes un autre diagnostic alternatif, par exemple un tableau d'hyperleucocytose avec un foyer ou une CRP élevée, bon, ça diminue des chances pour que ça soit un diagnostic d'embolie pulmonaire à retenir. Et ces scores sont soit à 3 niveaux, probabilité haute, intermédiaire et faible, soit à 2 niveaux, forte probabilité d'embolie ou faible risque d'embolie. Même chose donc pour le score de Genève, simplifié. Ce sont les deux scores les plus utilisés dans les recommandations. Et là, je dirais un score d'introduction récent, le score de PERC. Le score de PERC, il a double emploi. Il est intéressant. Donc, vous voyez, on s'intéresse à l'âge. Quand il est supérieur à 49 ans, il y a 1 point. La fréquence cardiaque, quand elle est élevée, 1 point. La saturation, l'œdème, l'hémoptysie, une chirurgie récente, des antécédents d'embolie. Alors, le score de PERC, il peut être utile et il peut court-circuiter l'étape des dédimères, parce qu'on va le voir dans la stratégie diagnostique, quand on fait le score de Wells, quand on a une faible probabilité, ou les scores de probabilité, on passe au dédimère. Là, le score de PERC, quand il y a une faible probabilité clinique, on peut surseoir à la pratique de dédimère et on élimine l'embolie pulmonaire si le score de PERC est faible. Donc là, il a été d'introduction récente dans les recommandations. Voilà ce que j'avais à dire par rapport au score de probabilité. Maintenant, il y a les dédimères. Les dédimères, ce qu'on peut retenir, leur intérêt.
ils sont très sensibles, ils ont une très bonne valeur prédictive négative. Et quand on a une situation d'une embolie pulmonaire avec une faible probabilité clinique, et on pratique les dédimères, on peut éliminer 40% sans avoir des risques, 40% des patients, sans avoir des risques de voir des récidives ou l'apparition d'une embolie dans les 3 mois qui suivent donc ça permet quand même de chez un patient qui a une suspicion d'embolie pulmonaire, faible probabilité, dédimère, ça élimine 40% qui ne vont pas aller à d'autres explorations. Et s'il y a des questions qui se posent par rapport aux dédimères, c'est leur sensibilité. Il faut que ça soit des dédimères à haute sensibilité. Si la technique n'est pas à haute sensibilité, il faut l'appliquer uniquement pour la faible probabilité. Et pour les gens qui ont une probabilité clinique intermédiaire, il faut passer aux autres explorations d'imagerie. Mais un score, les techniques ELISA et VIDAS, qui sont de haute sensibilité, permettent d'éliminer le diagnostic d'embolie pulmonaire chez les patients qui présentent une faible probabilité, un score clinique de faible probabilité ou de probabilité intermédiaire. Alors, ce seuil, c'est le dédimère, il s'élève avec l'âge. Et il y a des études maintenant où on admet qu'à partir de 50 ans, on n'applique pas le cutoff pour les dédimères de 500, mais on applique un cutoff de 50, de l'âge x 10. C'est-à-dire 60 c'est 600, 70 c'est 700, donc on élève le cutoff et ça permet d'éliminer des embolies, comme ça on n'a pas ça augmente donc la sensibilité sans impact sur le risque de passer à côté d'une embolie, d'une maladie thromboembolique. L'angioscanner. L'angioscanner, actuellement, c'est le gold standard. Avant, c'était l'angiographie, maintenant, c'est l'angioscanner. C'est sûr que la scintigraphie, notamment une scintigraphie de ventilation et de perfusion, elle a sa place et on en discutera les indications et de l'un et de l'autre. Et vous voyez que par rapport à cette étude, c'est l'étude PUOPET qui a pu placer l'angioscanner comme l'exploration de référence en montrant la valeur donc à contenir à haute probabilité. La valeur elle est de 96%. Et quand on est à des faibles probabilités, bien sûr, elle baisse. Et quand il y a une faible probabilité clinique, et même si la rentabilité n'est pas bonne, n'a pas beaucoup d'impact dans la mesure que ce sont des sous-segmentaires ou éventuellement des embolies pulmonaires non graves, on va dire. La scintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion est un examen reconnu. C'était l'examen de référence avec l'angiographie. L'irradiation, il faut le dire, l'irradiation fournie est moins importante par rapport à la personne. On en parlera après pour la grossesse. C'est l'imagerie de choix chez certains patients en ambulatoire. Les patients jeunes, en particulier les femmes enceintes, les patients aux antécédents d'anaphylaxie, de réaction aux produits de contraste, les insuffisants rénaux, les patients porteurs des myélomes multiples. Donc je passe. Et on va voir après les indications de manière plus précise. La scintigraphie pulmonaire, elle est sans problème. La scintigraphie pulmonaire de ventilation et de perfusion, c'est les valeurs qui ne sont pas, le résultat n'est pas concluant, on n'arrive pas à se prononcer. Ça permet de confirmer, d'éliminer, mais il y a beaucoup des résultats qui ne sont pas donc des résultats interprétables, enfin, ils ne donnent pas, on ne peut pas conclure, et on est obligé de passer à d'autres explorations. Alors, j'ai choisi cette plaque pour évaluer un peu le coût, parce que dans les stratégies, il faut évaluer le coût, et là, le coût, quand on le voit par rapport aux explorations, en Amérique, pour l'angioscanner, c'est $1 739. Pour la ventilation perfusion à la scintille, $917. Pour l'échographie des membres inférieurs, $637. Pour les dédimères, $24. J'ai essayé de voir et comparer de manière approximative par rapport à un peu ce que le prix angioscanner, j'ai mis 400 dinars par rapport à nous. La ventilation en perfusion, ils font la ventilation à 400 et la perfusion à 400.
le coût de dimères c'est 70 et le coût de plaie en moyenne de 150 dinars. Parce que donc, voilà un peu l'estimation des coûts par rapport aux explorations. Et là, c'est l'irradiation qui est un élément important. Et il faut dire que l'irradiation pour la ventilation en perfusion du scan ou l'angioscanner en termes d'irradiation, l'angioscanner c'est un peu plus que la scintigraphie. Et pour la patiente, alors le SPECT, ça c'est une nouvelle technique à photon-émission et elle n'est pas encore suffisamment standardisée et dans toutes les recommandations, pour le moment, il faut d'autres études pour pouvoir la retenir dans la confirmation du diagnostic. L'écho Doppler des membres inférieurs, dans 70% des cas d'embolie, on a des thromboses et donc ça peut aider dans la démarche diagnostique, notamment dans les situations où on veut éviter le recours aux explorations à irradiation. L'angiographie par résonance magnétique n'a pas de place. Alors la stratégie diagnostique, et je parle là des recommandations de 2014 parce qu'à mon avis, c'est là où on a pu montrer de manière plus claire la démarche diagnostique. Une suspicion d'embolie, on va évaluer la probabilité. Et si on est en probabilité intermédiaire ou basse, ou embolie pulmonaire improbable, si on est un score à 2 niveaux, on fait les dédimères. S'ils sont négatifs, on s'arrête. S'ils sont positifs, on fait la majorité des cas, on fait l'angioscanner, sauf les situations particulières, on va les rapporter. Si c'est une embolie, on confirme, pas d'embolie, pas de traitement. Quand on est dans une situation à haute probabilité clinique, on passe directement à l'angioscanner. Pas d'embolie, on ne retient pas, embolie confirmée, traitement. Ici, quand il n'y a pas d'embolie, c'est aussi sujet de la discussion. Forte probabilité et angioscanner négatif, il y a une petite discussion. Alors, maintenant, il y a une place aussi à la scintigraphie. Et vous allez voir dans certaines recommandations, et finalement, la place réelle angioscan et scintigraphie, elle dépend de la facilité de l'accès à ces explorations. C'est l'élément, à mon avis, le plus important. Puis, il y a des préférences qui vont dépendre des situations. C'est-à-dire, dans une situation, par exemple, à un risque d'allergie au produit de contraste, il faut préférer la scintille à l'angioscan. Dans une situation où on ne veut pas irradier la femme, il vaut mieux penser scintille que angioscan. L'insuffisance rénale, scintille, c'est mieux. Quand il y a des récidives, la scintille fait mieux que l'angioscanner. Par contre, quand il y a un résultat contre l'accessibilité, l'angioscanner est plus accessible. Si c'est par rapport à des alternatives, s'il y a par exemple derrière le diagnostic d'embolie, il n'y a pas que ça, il y a d'autres suspicions diagnostiques. Il faut aller par un angioscan mieux qu'une scintigraphie. S'il y a un accès limité, donc finalement, l'angioscanner, ça reste la référence, notamment quand il est d'accès facile, et puis la scintigraphie peut être moins irradiante, surtout pour les sujets jeunes, surtout pour les insuffisants rénaux, et il faut aussi évaluer l'accès à cet examen, parce que je pense que c'est le plus important. Alors la stratégie diagnostique, on voit ce tableau donc, des recommandations de 2014 de la Société européenne de cardiologie. Il met en fonction du niveau de probabilité la puissance des examens. Je m'exprime. Tout ce qui est vert, c'est-à-dire que c'est bon. Par exemple, je prends un malade qui a une faible probabilité. S'il a des dédimères négatifs, c'est bon. Par contre, un patient qui a une forte probabilité, il ne faut jamais faire de dédimères. C'est rouge, donc on ne fait pas. Maintenant, un malade qui a une forte probabilité et vous lui faites un angioscanner, s'il est négatif, on peut toujours discuter d'autres explorations. Un malade chez qui vous faites une scintigraphie ventilation de perfusion, s'il a une forte probabilité et il est négatif, donc il faut faire d'autres explorations. Il ne faut pas s'arrêter là. Et voir ça. Donc ça nous donne un peu, en fonction du score de probabilité clinique, la puissance des examens que nous allons pratiquer pour retenir ou ne pas retenir le diagnostic. Là, je rapporte la stratégie, on va essayer de voir finalement, je pense que la stratégie, surtout pour l'imagerie,
c'est dépendant de l'accès et du coût des explorations. Là, j'ai rapporté les recommandations, par exemple, de la Société d'hématologie en 2018, la Société américaine d'hématologie. Qu'est-ce qu'ils font? En fonction de la probabilité clinique, ils vont lancer les examens. Probabilité clinique faible, ils vont faire des D-dimères. S'ils sont négatifs, ils ne retiennent pas. S'ils sont positifs, ils passent à la scintille. Et comme ça, ils limitent les malades. Et s'ils sont après, ils sont douteux à la scintille, ils vont passer aux autres explorations. Le risque intermédiaire, c'est à peu près la même démarche. Quand tu as une haute probabilité, une probabilité clinique forte, donc ils font la probabilité. Bien sûr, ils ne font pas les D-dimères et ils font directement l'angioscanner. Et à la limite, quand ils font l'angioscanner, s'il est positif, le diagnostic il est retenu. Si l'angioscanner, donc forte probabilité, et ils ont fait l'angioscanner, il est négatif, à ce moment-là, ils se rabattent sur les D-dimères. Alors, parce que dans cette situation, la littérature et les recommandations ne se prononcent pas, jusqu'à les plus récentes. Forte probabilité, angioscanner, voilà, surtout quand on fait la scintille, ou angioscanner négatif. Par la suite, alors, est-ce qu'on s'arrête? On peut s'arrêter, si c'est pas. On peut faire au codoppler des membres inférieurs. On peut faire comme les Américains, à ce moment-là, ils font des D-dimères. Si les D-dimères, ils sont négatifs, ils s'arrêtent. S'ils sont positifs, ils font l'écho Doppler des membres inférieurs, voilà, ils font une angiographie, voilà, ils font une scintigraphie si l'examen était un angioscanner. Donc, finalement, toutes les stratégies, quand on va les voir, ça va être en fonction de l'accès à ces différents. Là, j'ai repris hier, quand j'ai vu quand j'ai vu qu'ils l'ont mis en ligne donc à partir de il y a 2 jours, donc là, les recommandations françaises qui ne sont pas encore sorties, donc de 2019. Alors dans leur stratégie, c'est un peu la stratégie de 2014 de la Société européenne de cardiologie, c'est-à-dire 3 niveaux de probabilité. Si on est à une probabilité forte, c'est l'angioscanner, intermédiaire ou basse, des dimères. Si c'est négatif, on ne fait rien. Si c'est positif, on fait l'angioscanner. Et puis, par exemple, les Français ont dit quand haute probabilité et le scanner il est négatif, l'angioscan, on peut refaire des lectures, relectures et discuter. C'est pas clair. Et puis, ils ont fait une stratégie quand l'accès est difficile à l'angioscanner. Et dans leurs recommandations, par rapport à cette analyse critique, dans leurs recommandations, il y a des exigences. Pour que la stratégie soit basée sur l'angioscanner, il faut que dans la structure de soins, il faut qu'il y ait la possibilité de faire un angioscan par un radiologue spécialiste compétent 24 heures sur 24 heures. S'il n'y a pas cette possibilité, il faut introduire 2 explorations, au lieu d'attendre d'introduire l'écho Doppler ou introduire la scintigraphie, notamment si l'accès il est facile. Donc le plateau technique est un élément important dans la stratégie et dans la démarche diagnostique. Alors, le cas particulier de la grossesse. L'embolie pulmonaire, elle cause des décès dans les pays, et dans tous les pays, ils peuvent aller jusqu'à 20% pour la femme enceinte. Le risque thromboembolique, il est multiplié par 4. L'augmentation elle est physiologique par les phénomènes hormonaux. Le diagnostic est extrêmement difficile. Il n'y a pas d'absence de cyclicité clinique. Vous voyez la femme enceinte avec les œdèmes qu'elle a, avec la prise de poids, tous ces éléments, le système hormonal, donc elle est à fort risque. Et le diagnostic est difficile. Le diagnostic est difficile. Et en même temps, on est dans un dilemme. Donner des anticoagulants sans raison, c'est aussi pas anodin. Ne pas faire des explorations, le risque de mortalité et le risque d'embolie. Et donc la stratégie, il ne faut pas avoir ni peur de l'irradiation, ni de faire des explorations. Et les choses sont claires par rapport à certains aspects. Peut-être dans la stratégie, il faut plus de... Alors les scores de probabilité clinique, sachez qu'ils ne sont pas validés jusqu'à les années les plus récentes. En 2011, quand il y a eu l'ATS qui a sorti une recommandation, ils disent qu'il ne faut pas les utiliser. Par la suite, en 2014, on a dit on peut les utiliser. En 2016, on ne se prononce pas. Actuellement, la tendance, c'est de les considérer. Avec quel cut-off? Pour les D-dimères, il vaut mieux les considérer. En 2011, on disait que le test négatif ne permet pas d'exclure une embolie, donc il ne faut pas le faire. Par la suite, là, on le recommande. Il faut faire les D-dimères.
on dit que la démarche, elle est à peu près la même par rapport aux dédimères et les scores de probabilité que dans la population générale. L'écho Doppler veineux, c'est un examen important parce qu'il évite l'irradiation. Et quand on va faire l'écho Doppler des membres inférieurs avec compression chez une femme enceinte, on peut lui éviter le recours à l'angioscanner ou à l'irradiation. Alors, et quand on voit les irradiations, sachez que pour les radiations du fœtus, la scintigraphie et l'angioscanner, c'est à peu près la même chose. Et l'irradiation et la radiothorax, c'est epsilon. Et il n'y a pas de risque. À la limite, s'il y a risque d'irradiation chez la femme enceinte, c'est peut-être le taux plus élevé de l'angioscanner par rapport à la scintille pour la femme, pour le risque du cancer du sein. En phase d'activité hormonale, quand on fait l'angioscanner, c'est là où on doit mesurer le risque, que ce soit pour la femme en grossesse ou pour les sujets jeunes d'une manière générale. Alors, pour la femme enceinte, donc, les recommandations de 2011, on fait l'écho s'il y a une symptomatologie de varices ou symptomatologie de membres inférieurs, et à partir de 2014, on fait systématiquement l'échographie Doppler des membres inférieurs chez la femme enceinte après avoir fait les dédimères, qu'elle soit symptomatique ou pas. Le pronostic. Alors, le pronostic est important dans la prise en charge thérapeutique. Il y a l'index de PESI qui est important dans la décision et dans le pronostic. Il y a l'imagerie des cavités cardiaques droites et les marqueurs de l'altération de la fonction cardiaque. Sachez que quand il y a une hypertrophie ventriculaire droite, le risque relatif de mortalité est élevé. Et quand il y a des marqueurs myocardiques qui sont élevés, le risque de mortalité peut être multiplié par 6, par 8, par 36. Et la stratification du risque. Donc, une fois, on a fait le diagnostic d'embolie pulmonaire. Et on a estimé le pronostic, soit par le score de PESI, qui va étudier un certain nombre de facteurs, soit, et après avoir, dans certaines situations, fait l'écho, voilà, étudier les dilatations des cavités droites et les marqueurs biologiques, on va classer les malades en plusieurs stades. Alors, les malades qui sont dans un état de choc, à haut risque de mortalité qu'on ne va pas aborder, ils ont tous les scores qui sont positifs. Les malades à faible risque, ils n'ont pas de choc, ils ont des scores PESI qui sont faibles, ils n'ont pas de distension et ils n'ont pas de marqueurs cardiaques. Par contre, l'intermédiaire, ils peuvent avoir un ou deux marqueurs cardiaques qui sont élevés. Donc, ils n'ont pas d'hypotension, ils n'ont pas d'état de choc, mais ils ont un marqueur, une hypertrophie ou un petit signe de souffrance cardiaque. Et là, c'est la mortalité, le risque de mortalité intermédiaire. Parce que le traitement va dépendre de ça. Je ne parlerai pas des situations où il y a un état de choc, où on va nécessiter les supports hémodynamiques, le traitement thrombolytique, l'embolectomie, qu'elle soit chirurgicale ou par traitement cutané, mais on va axer sur l'anticoagulation à l'état actuel. Le traitement anticoagulant des patients à probabilité haute ou modérée, le traitement doit être instauré sans attendre les résultats. Forte probabilité ou la probabilité intermédiaire. Dans les toutes dernières recommandations françaises, ils ont adapté ça à l'accessibilité aux explorations. Je m'explique. Haute probabilité, ils mettent directement ces anticoagulants en attendant de faire les explorations. Probabilité intermédiaire, s'il va faire l'examen dans les 4 heures qui suivent, il ne met pas ses anticoagulants. Faible probabilité, s'il va faire les explorations dans les 24 heures qui suivent, on ne met pas ses anticoagulants. Sinon, on met les faibles et les intermédiaires sans anticoagulants en attendant la confirmation du diagnostic, bien sûr en mesurant les risques hémorragiques. L'administration parentérale. Pour le traitement anticoagulant, qu'est-ce que je veux résumer pour rester dans le temps? Sachez que pour le choix, en première intention, quand on est dans une situation à risque faible ou intermédiaire, c'est une héparine bas poids moléculaire. On laisse l'héparine non fractionnée pour les formes où il y a derrière une idée d'un traitement thrombolytique derrière. Et dans les héparines bas poids moléculaire, voilà ce qui est utilisé. En Tunisie, malheureusement, il n'y a pas le fondaparinux.
Alors, l'antivitamine K. L'antivitamine K, c'est le traitement de relais. On a mis les HBPM, et une fois on a donné les HBPM, une fois le diagnostic d'embolie pulmonaire est confirmé, on introduit les antivitamines K pour une durée au moins de 5 jours et exiger au moins 2 INR à 24 heures d'intervalle après 5 jours, qui soient entre 2 et 3 pour arrêter les HBPM. Par rapport au Préviscan, je dirais qu'il n'est pas commercialisé en Tunisie, mais qu'en France, actuellement, il n'est plus prescrit pour le nouveau malade et il a été retiré par l'AFSAP depuis 2018 par rapport aux... Ils ont laissé les patients qui étaient déjà sous Préviscan, mais les nouveaux par rapport à certains effets secondaires. Alors, les antivitamines K, le risque, c'est le risque hémorragique. Et le grand problème des antivitamines K, c'est par rapport au suivi. Et quand on voit dans la vraie vie, souvent les malades sont ils sont sous ou hypercoagulation, il y a une hypercoagulation par rapport en raison de la difficulté par rapport à l'INR. Alors, est-ce qu'il y a des facteurs génétiques, les facteurs, est-ce qu'ils peuvent intervenir? Cette étude a pu montrer que un guidage pharmacogénétique n'est pas nécessaire pour donner un traitement antivitamine K. Et les anticoagulants oraux, malheureusement, ils ne sont pas disponibles pour le moment chez nous. Ils ont été discutés dans la commission des spécialités, mais ils n'ont pas été retenus pour l'indication de la thrombose, pour les indications thromboemboliques. Mais sachez que pour les anticoagulants oraux, ils ont actuellement de plus en plus, les études ont pu confirmer qu'ils entraînaient, ils arrivent à faire les mêmes effets que les antivitamines K en termes d'embolie, de thrombose, sinon un peu mieux, avec un risque hémorragique, notamment cérébral, et les risques hémorragiques graves moins importants que les antivitamines K. Ils ne sont pas disponibles. Pour les formes, chez nous, en France, ils ont eu la même en 2018. 2 produits sont commercialisés en France. Les 2 produits, alors quand on met des anticoagulants oraux directs, on peut les donner pour les embolies pulmonaires à faible risque, à risque intermédiaire bas. On les donne d'emblée sans HBPM, notamment pour ces 2. Pour ces 2-là, il faut une association d'HBPM de 5 jours. Sinon, actuellement, on donne directement l'Urivaroxaban, l'apixaban, directement lorsqu'on fait le diagnostic d'embolie sans HBPM. Et puis, ils n'ont pas la contrainte du suivi par le test de coagulation. Alors, pour les recommandations, en 2014, c'était une recommandation comme alternative aux antivitamines K. Et en 2016, c'est une suggestion pour un traitement de première intention dans l'embolie à risque intermédiaire à faible. Les dernières recommandations françaises qui viennent de sortir, c'est on laisse le choix, ils ont fait 2 alternatives, soit on donne des anticoagulants oraux directs sans HBPM, soit on donne HBPM plus antivitamine K en deuxième option. Et la suggestion de les proposer en première intention, les anticoagulants oraux. Alors, la durée du traitement, grossièrement, par rapport, ça va dépendre de la situation en fonction du risque thromboembolique. Et si on est dans une situation d'une maladie thromboembolique provoquée, par exemple, par une cause transitoire, la durée c'est 3 mois. Si c'est provoqué par une cause, un facteur transitoire qui n'est pas chirurgical, c'est l'anticoagulation, c'est 3 mois, c'est mieux que de prolonger. Et là, vous avez de bonnes recommandations CHEST 2016 par rapport à la durée du traitement anticoagulant. Si c'est un premier épisode de maladie thromboembolique non provoquée, donc on est dans la maladie thromboembolique non provoquée, premier épisode, 3 mois, c'est ce qui est suggéré. Et quand il y a un risque de saignement, il faut mieux rester à 3 mois et ne pas prolonger. C'est mesuré par rapport au risque de saignement. Et il y a des tableaux qui vous donnent le risque de saignement par rapport aux maladies.
Si c'est un deuxième épisode de maladie thromboembolique non provoquée, un deuxième épisode. Chez les patients atteints d'un deuxième épisode non provoqué, s'ils ont un faible risque de saignement, nous recommandons un traitement anticoagulant prolongé. S'il y a un risque de saignement modéré, nous suggérons un traitement anticoagulant prolongé, mais c'est élément puissant cette recommandation. Sinon, nous suggérons uniquement 3 mois. La durée du traitement anticoagulant, les anticoagulants oraux directs peuvent être utilisés avec d'aussi bons résultats et moins d'effets secondaires pour le traitement de prolongation de traitement anticoagulant. Le filtre 4, je passe. Ils ne sont pas recommandés, sauf dans l'indication. On ne peut pas les faire de manière préventive parce que sinon la recommandation, c'est quand il y a un traitement anticoagulant et on fait une embolie, ou des malades, il y a une contre-indication majeure au traitement anticoagulant. Alors, le traitement ambulatoire, there is no place like home. Alors, les recommandations, c'est la BTS 2018. Il faut des critères d'exclusion. Il y a des investigations à réaliser le jour même. Il faut un traitement par anticoagulant oraux direct de préférence, parce qu'il est plus facile à gérer. Il faut donner une information orale et écrite au patient, des signes de récidive et des signes hémorragiques. Et il faut un contrôle téléphonique et il faut une disponibilité d'un médecin. Je pense qu'on est un peu loin par rapport à une prise en charge en ambulatoire de l'embolie pulmonaire. Donc les critères vont être soit les critères STIA, soit le critère de PESI qui est un score de gravité, un score pronostique, et le traitement va être donné en ambulatoire par une anticoagulation continue à l'effrayer le patient. Mais sachez qu'au Canada, 50% des embolies pulmonaires sont traitées en ambulatoire. Alors, le cas particulier des embolies sous-segmentaires. Les embolies sous-segmentaires, ça... Je vais terminer dans les 2 minutes qui restent. Les embolies sous-segmentaires, elles posent problème de leur signification. Parce qu'une embolie segmentaire, ça peut être même la traduction de quelque chose de physiologique. Ça peut être un artefact. Et il faut toujours demander des deuxièmes lectures. Et dans l'embolie sous-segmentaire, on va, par exemple, avant, quand on faisait le scanner monobarrette, c'est un peu cette diapo, il y avait moins d'embolies segmentaires. Avec multibarrette, on voit plus d'embolies segmentaires. Vous imaginez le pourquoi. Et pourtant, il n'y a pas plus de risque d'embolie dans les 3 mois. Ça veut dire que, quelle est leur signification? C'est pour ça qu'il y a un point d'interrogation. Qu'est-ce qui est recommandé? Ce qui est recommandé, on a une embolie sous-segmentaire symptomatique. Il faut confirmer ça par un expert. Il ne faut pas s'arrêter à la première lecture. Si c'est confirmé, on va voir s'il y a un risque de maladie thromboembolique élevé ou pas. S'il n'y a pas, on ne donne pas de traitement anticoagulant. S'il y a un risque de maladie thromboembolique élevé, on voit l'état cardio-respiratoire. Il est bon ou pas? Si l'état cardio-respiratoire est bon, on va faire écho-doppler des membres inférieurs. Si l'écho-doppler des membres inférieurs montre une thrombose, on traite. Voilà la démarche. Ce n'est pas une démarche qui fait de l'unanimité. L'embolie pulmonaire et cancer. Quand on a une embolie pulmonaire segmentaire, même sous-segmentaire, parce que dans la symptomatique, diagnostiquée de manière concomitante au cancer, il faut la considérer comme symptomatique. Parce que le cancer, c'est une maladie à risque thromboembolique. Par contre, une maladie, quand on la diagnostique en dehors du cancer, il faut mesurer. Alors, le cancer, le traitement, les meilleurs, c'est les HBPM, et actuellement, pour le traitement au long cours, et actuellement, les anticoagulants oraux directs trouvent un peu de place dans cette indication. Le bilan de thrombophilie, quel bilan de thrombophilie? Moi, je pense que pour les patients de moins de 45 ans, c'est ce qui est recommandé de plus. Quand il y a une maladie thromboembolique dans un contexte idiopathique, il faut rechercher un déficit en antithrombine ou en protéine C, en protéine S. Les autres, comme on l'avait dit, dans les facteurs de risque, même si c'est fréquent, le risque relatif de maladie thromboembolique n'est pas important. Je passe sur les conditions de réalisation de ces examens. Il faut le faire par rapport au traitement. Et il faut rechercher raisonnablement un cancer occulte chez quelqu'un qui a fait une maladie thromboembolique dans un contexte idiopathique. Et il ne faut pas se mettre à faire des examens systématiques à tort et à travers. Des questions restent non résolues malgré tout.
à savoir l'adaptation des scores de probabilité clinique aux situations particulières, telles que la grossesse. Les patients hospitalisés, on n'applique pas les scores de probabilité.